Si je vous dis que François Ier, de retour des guerres d'Italie, passait par là, vous allez me dire possible. Si je rajoute que Necker, ministre des Finances de Louis XVI et suisse d'origine, est venu y séjourner, ça commence à faire beaucoup. Mais si au-delà de tout ça, je vous dis que Mats Wilander, le talisman suédois, y avait ses habitudes et que le château appartenait à des Américains avant de devenir la propriété d'une famille mexicaine, vous n'allez pas me croire. Pourtant, tout ça, c'est vrai. Le château de la Motte, c'est le monde. Et du coup, au son des Daft Punk et de leur Around the World, je déclare ce nouveau numéro de château ouvert. Suivez le guide, c'est parti. Bonjour Claude. Bonjour André. Merci de nous recevoir dans ce château de la Motte. Et c'est un véritable privilège, si je peux employer ce mot, parce que ce château n'est pas ouvert au public. Absolument. Alors, quelle est son histoire, Claude? Alors son histoire. D'abord, à l'origine, il y avait un autre château. C'était un château, une forteresse médiévale, avec 8 tours dont on voit encore l'emplacement. Ah, Avec voilà. un accès qui se faisait par un pont-levis. Alors ce château a aussi, cette ancienne forteresse a eu toute une histoire. Notamment, il a accueilli plusieurs rois de France. D'abord Charles VII, mais on va passer rapidement parce qu'il n'a passé qu'une nuit en compagnie de Jeanne d'Arc. Eh oui, il l'a rencontré à Chinon. Mais Voilà, et là on est juste après le sacre de Reims. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre roi qui est passé par là? Oui, et lui, il va rester plus longtemps, c'est François Ier. Ah, décidément, Alors, lui, il est partout. Hein. Voilà, le siège du pouvoir royal était à l'époque à Fontainebleau, et François Ier avait l'habitude de voyager au sein de son royaume. Et il est arrivé à Châteaurnard le 3 mai 1539. Alors il voyage avec toute sa cour, avec son épouse, Éléonore de Habsbourg. Et là, il arrive en pays de connaissance parce que la propriétaire des lieux à l'époque, c'est Louise de Montmorency, la veuve de Gaspard Ier de Coligny. Donc, François Ier vient ici. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors après, malheureusement, là nous sommes en 1539, mais quelques années plus tard éclatent les guerres de religion. En 1568, le château va être détruit sur ordre du roi. À l'époque, le roi, c'est Charles IX, c'est le petit-fils de François Ier, et c'est lui, pour punir la famille de Coligny, qui va ordonner la destruction du château. Il l'a puni pourquoi? Parce qu'ils sont protestants? Parce qu'ils sont protestants. Et donc ce château va être en grande partie démantelé, c'est-à-dire qu'il va être arasé au niveau du premier étage. Donc c'est pas du tout le château qu'on voit aujourd'hui? Absolument pas. Okay. Et donc la fille de l'amiral de Coligny, qui est Louise de Coligny, va hériter d'une sorte de ruine. De ruine. Alors la particularité de Louise de Coligny, donc la fille de l'amiral, c'est qu'elle va se retrouver, elle va perdre la nuit de la Saint-Barthélemy à la fois son père et son mari. Et elle va, donc du coup, c'est une belle histoire de résilience, puisque c'est elle qui va faire reconstruire le château et qui va reconstituer la famille autour de ce château. Voilà, et elle va décider à partir de 1600-1605 de reconstruire ce château. Et au lieu de reconstruire à l'identique, c'est-à-dire un château fort avec des tours, etc., l'architecte va opter pour un château de style Renaissance. Avec des belles ouvertures, on laisse entrer la lumière, on ne se défend plus. Et là maintenant, il est ouvert. Quand on arrive ici, on est saisi par une forme de grâce et on a l'impression justement qu'il nous accueille entre ses bras pratiquement. Hein. Il est d'une douceur remarquable. Voilà. Oh! Dites-moi, c'est rare, hein, cette architecture, hein? Très belle entrée, effectivement. Mais oui, on imagine que c'est d'ici qu'on voyait les invités arriver. Absolument. Vous m'emmenez dans la grande pièce, c'est super. Je vous suis. Ah oui. Voilà, André, nous arrivons dans le grand salon. C'est formidable parce qu'on est dans un château, mais cette pièce est tellement agréable à vivre. Hein, on sent que c'est un château qui est habité et qui est très, très, très hospitalier.
Voilà, et c'est une pièce notamment qui a accueilli quelques visiteurs illustres, dont le premier dont je voulais vous parler, Jacques Necker. Jacques Necker, dont la fonction était... À l'époque, il était directeur des finances de Louis XVI. Eh oui. Voilà, à un moment donné, sa gestion est mise en cause et le roi Louis XVI décide de l'exiler à plus de 20 lieues de Paris. Et il va être reçu ici par le propriétaire des lieux, qui est Jean Fougeray. Il va séjourner environ 2 mois. Et il va être rejoint bientôt par sa fille, qui est Germaine de Staël. Donc c'est la fameuse Madame de Staël. Madame de Staël, voilà, l'écrivaine. Est-ce qu'on peut parler du propriétaire de ce château de l'époque, Jean Fougeray? Jean Fougeray. Alors Jean Fougeray, c'est le propriétaire des lieux à l'époque, juste avant la Révolution. Il s'est aliéné une partie de la population, parce que c'est un homme un peu tracassier, procédurier. Et notamment, il a fait d'importants travaux dans le parc qui ont modifié le cours de la rivière. Ah. Et lorsque des crues interviennent, quelques années avant la Révolution, eh bien, ces crues vont emporter les ponts de Châteaurnard. D'une certaine manière, à cause de lui, à cause de son réaménagement des eaux. Ah, Moi, donc... je pense qu'il faut lui couper la tête, on est d'accord? Peut-être pas aller jusque-là, mais en fait, c'est ce qui va se passer. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. Oui. Il va être dénoncé à cause de ses idées contre-révolutionnaires, et puis il va être mis en prison, jeté en prison, avec sa famille. Il a 4 filles. La famille va passer 11 mois en prison, et lui sera guillotiné. Waouh! Et là, nous sommes en 1794. La libération intervient fin 1794, en novembre 1794. La libération de la femme et des filles. Et dès le début de l'année suivante, en 1795, Madame Fougeray, qui est veuve donc, va décider de revenir à Châteaurnard pour reprendre possession de ses biens. Elle s'installe au château et elle va bientôt être rejointe par ses filles et ses gendres et ses petits-enfants. Il y a une certaine joie qui s'installe parce qu'il y a des enfants qui naissent. Et il n'y a qu'une des filles qui est un petit peu malheureuse, c'est Françoise, dite Fanchette. Alors pourquoi? Parce qu'elle voit autour d'elle les couples se reformer. Et elle, son amoureux, eh bien, il est parti, il a émigré, d'abord en Angleterre, en Allemagne et en Suisse. Cet amoureux, il s'appelle Gaëtan Dupont. Et un jour, de fin 1795, il décide de revenir en France pour retrouver Fanchette. Il quitte la Suisse, il va traverser la Franche-Comté, la Bourgogne avec un cheval. Arrivé à Auxerre, son cheval est blessé. Il est obligé de l'abandonner et il va terminer son voyage à pied avec un baluchon sur l'épaule. C'est beau pour retrouver sa belle. Voilà. Et il arrive devant la grille du château. Il est accueilli par 2 serviteurs. Alors le premier, effectivement, le chasse parce qu'il le prend pour un vagabond. Et le second, qui est un peu plus âgé, le reconnaît, se souvient du Gaëtan Dupont qui venait autrefois, qui fréquentait le château, et il va le faire entrer. Et il va entrer dans cette pièce où est réunie la famille, et il va retrouver Françoise. Oh, c'est beau cette histoire, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. Ils vont s'embrasser devant. Voilà, ils vont s'embrasser. Oh, c'est beau. Et ils vont se marier Oh. l'année suivante. C'est un moment délicieux. Absolument. Merci beaucoup, Claude. J'adore les histoires d'amour qui finissent bien. Celle-ci, elle finit bien, on est d'accord? Oui, tout à fait. Pour une fois. Oh là là, c'est tellement romantique tout ça. Bonjour Jacques. Bonjour André. Alors nous sommes ici dans cette pièce magnifique, je ne dis pas ça parce qu'il y a un piano, mais parce qu'elle est magnifique, pour parler de la période récente et des différents propriétaires qui vont l'habiter jusqu'à ce jour. Voilà, on va faire la transition entre la période ancienne et la période récente, car dans cette pièce, on a les armoiries de Marguerite de Malécy, et vous remarquez, André, qu'on a Jeanne d'Arc. Eh oui, Jeanne d'Arc on connaît, mais qui était Marguerite de Malécy? Elle est une descendante en ligne directe de Pierre d'Arc, le frère de Jeanne d'Arc. Ah, c'est donc une nièce de Jeanne d'Arc. Oui, c'est à quelques générations. À quelques générations. À quelques générations. Et elle a été la dernière châtelaine, comme on l'appelait à Châteaurnard autrefois, à gérer le domaine en tant que noble. Elle était comtesse, et le château ensuite ne sera plus un domaine qui rapportera, mais sera acheté par des propriétaires successifs qui l'auront comme coup de cœur. Il y aura plusieurs propriétaires qui vont succéder, qui n'habiteront pas trop le château. On aura l'épisode triste de la Seconde Guerre mondiale
où le château sera un hôpital pour les Allemands. Et puis, on arrive dans la période contemporaine avec des propriétaires suisses, puis américains, puis mexicains aujourd'hui depuis 1993. Ces trois familles ont eu vraiment des coups de cœur pour ce château, l'ont aimé. Et d'ailleurs, je me tourne vers le parc et le plan d'eau, parce que de l'autre côté de ce plan d'eau, on a la sépulture de M. Jacob, le propriétaire américain des années 70. On m'a même dit que pendant la période américaine, il y avait des cours de tennis dans le parc. Alors voilà, il y a un épisode très intéressant, c'est au début des années 80, la période américaine. On a Mats Wilander et quelques autres tennismen qui sont venus ici pour préparer Roland-Garros. Waouh. On a dit qu'ils en profitaient pour avoir une vie agréable, qu'on avait une discothèque dans la tour qui leur permettait de passer des soirées vivantes après avoir bien joué au tennis. Sacré Mats Wilander. Tu m'étonnes qu'il ait perdu Roland-Garros après. Hein. Et aujourd'hui, c'est donc une famille mexicaine qui vient passer 2 mois au moins tout l'été ici. Voilà, qui passe 2 mois, qui vient de temps en temps en dehors de l'été, mais qui a l'élégance de nous laisser ouvrir le parc pour des visites historiques, pour les journées du patrimoine, lorsqu'on a des groupes qui le demandent. Parce que ce château, il est dans Châteaurnard, pratiquement. Et oui, donc il appartient un petit peu voilà. à tous les habitants du village. Exactement. Il nous appartient à tous, habitants de Châteaurnard. Moi, je l'avais dit avec plaisir. Je me souviens aux Américains, lorsqu'ils étaient là, je leur disais, il y a de la sphère de la famille qui y est passée, puisque mon grand-père y a été élevé. Ça les avait émus. Et d'ailleurs, ils avaient invité mon père à venir visiter le château dans cette pièce secrète que vous appelez à juste titre pièce secrète, parce que tout le château était secret pour les habitants de Châteaurnard. Si le parc était ouvert, le château restait secret et privé. C'est une propriété privée, donc vous nous faites l'honneur. Et c'est fou parce que vous, comme Claude, vous êtes des passionnés, puis il y a plein de gens qui gravitent aussi autour de ce château. Nous sommes des passionnés de notre commune, de Châteaurnard, et ce château en est le fleuron. Château, c'est terminé. N'hésitez pas à pousser les grilles du parc, à venir en famille ou entre amis découvrir les jardins de ce magnifique domaine. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, soyez joueurs, mais pas trop.